plupart des Français pensent faire fortune avec l'immobilier. Est-ce qu'on peut faire fortune avec l'immobilier? Est-ce qu'il faut commencer par ça? En France, si vous voulez constituer un patrimoine, soit vous constituez progressivement votre épargne et ça prend du temps, soit vous utilisez le levier bancaire et là, soit vous êtes entrepreneur, bingo, soit vous faites de l'immobilier. Aucune fortune française, aucune de LVMH à d'autres, ne s'est bâtie sans commencer par de l'immobilier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Attendez, stop. Si vous écoutez Allo la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Sébastien Lecornu est parti, et puis il est revenu, et ça y est, on a un gouvernement, mais la situation reste fragile, comme l'immobilier aujourd'hui finalement, alors on va faire le point. Aujourd'hui, on va voir comment investir en immobilier sans être physiquement, directement propriétaire d'un appartement, d'une maison, d'un bureau. On va parler de la pierre papier, quels avantages, quels inconvénients, faut-il y aller aujourd'hui et si oui, comment? Je le rappelle, laissez-nous un message sur le WhatsApp de la Martingale, on est là pour ça. Vous cliquez sur notre Linktree qui est un petit peu partout dans la description de nos réseaux, par exemple sur notre compte Instagram, je le rappelle, suivez-nous sur Instagram, il y a plein de contenus qui arrivent pour vous, ou alors vous nous écrivez directement à l'ancienne par SMS au 07 49 76 11 67. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra, il n'y a pas de mauvaises questions, alors n'hésitez plus, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Au programme du jour, faire de l'immobilier, je le disais donc sans être directement propriétaire d'un bien, donc sans les emmerdes entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment rentable aujourd'hui? Comment s'y prendre? Eh bien on va tout vous expliquer. Et bien sûr, les questions cash en fin d'émission. Comme d'habitude, on appelle les meilleurs experts pour débattre et vous répondre. Depuis près de 15 ans, il évolue dans l'univers de l'investissement avec un parcours qui coche toutes les cases, des passages remarqués chez Corum, spécialiste des SCPI, puis Gestion 21, expert des foncières cotées. Il cofonde ensuite Colbert, une fintech, avant de ressentir le besoin de revenir à l'essentiel, une relation humaine, un conseil sur le mesure, une vraie qualité d'exécution. Il fonde Rochevel Gestion Privée, une maison avec une vision moderne de la gestion de fortune, une approche qui couvre tout le spectre patrimonial, de la planification successorale aux allocations multi-actifs les plus sophistiquées, en passant par le private equity et les stratégies alternatives. Et ça marche. Il est classé dans les décideurs 2024 pratiques de qualité catégorie CGP Île-de-France et dans la même catégorie aussi en 2025 pratiques réputées. Donc félicitations. On est ravis de te recevoir. Romain Joudla, tu es avec nous aujourd'hui. Salut Romain. Bonjour Amaury. Donc tu es cofondateur de Rochevel Gestion Privée, tu es tout terrain, voilà, tu es un CGP qui traite tout un tas de classes d'actifs et aujourd'hui on va parler de la pierre papier avec toi. Notre autre invité du jour, notre autre expert du jour, il grandit en Bretagne, donc ça commence très bien, dans une famille de commerçants et développe donc très tôt le sens du client. Après des études en audit et contrôle de gestion, il se lance dans l'audit interne et réalise à 22 ans que ce n'est clairement pas pour lui. Qu'à cela ne tienne, direction gestion privée chez AXA, où il rencontre son futur associé et découvre la fameuse pierre papier dont on va parler aujourd'hui. Ensemble, il lance France SCPI, l'une des premières plateformes spécialisées dans les SCPI en France, pour partager sa passion. Il écrit même SCPI pour les nuls dans la collection Pour les nuls qui est bien connue parce que oui, l'immobilier peut se lire avec humour. Et aujourd'hui, France SCPI est l'un des leaders de la distribution de SCPI. Alors aujourd'hui, on veut tout savoir sur les SCPI. Donc ça tombe bien que tu sois là. Salut Paul Bourdois. Salut Amaury, tu sauras tout. Eh ben, on espère. Là, on a plein de questions. Tu es donc cofondateur de France SCPI. Je suis ravi, messieurs, d'être avec vous tous les deux. On a reçu plein de questions sur ce sujet, sur cette fameuse pierre papier. En plus, l'immobilier, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Donc, nous avons un vaste programme. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite par écouter
une question de Thomas que Thomas nous a envoyée. C'est assez intéressant parce qu'il réagit à une étude qui est sortie dans Ouest France, justement. Voilà, tout nous raccroche à la Bretagne. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette étude parce qu'il nous demande un petit peu si en France, on ne serait pas finalement surexposé à l'immobilier. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On va écouter tout de suite Thomas. Merci beaucoup Thomas pour ta question. Alors donc, une étude qui est parue. Alors après, est-ce que les sources sont exactes, etc. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le sujet. Ce qui est intéressant, c'est la question. C'est vrai qu'en France, les Français aiment beaucoup l'immobilier et on a l'impression que c'est un peu une sorte de valeur refuge pour les Français. Et j'aimerais commencer cette émission par avoir votre avis là-dessus. Sur cette classe d'actifs globale qu'est l'immobilier, quel est l'intérêt, quels peuvent être entre guillemets les inconvénients. Ça nous fait une bonne introduction. Et après, juste derrière, restez avec nous, on va définir vraiment ce qu'est la pierre papier, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'avantages à faire de la pierre papier, c'est-à-dire de l'immobilier, sans être forcément propriétaire directement, parce qu'il y a des emmerdes, entre guillemets, qu'on peut avoir en tant que propriétaire qu'on n'aura pas forcément en faisant de la pierre papier. Et surtout, ça peut vous permettre aussi, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter ou l'envie d'acheter tout de suite un gros appartement, une maison ou des bureaux, et vous pouvez quand même vous exposer à ce marché de l'immobilier. Peut-être Romain, si tu veux commencer à réagir à cette question de Thomas, cette remarque plutôt, je dirais, qui nous dit, voilà, je suis un peu surpris que la plupart des Français pensent faire fortune avec l'immobilier. Est-ce qu'on peut faire fortune avec l'immobilier? Est-ce qu'il faut commencer par ça? C'est une excellente question. En fait, si vous voulez, l'immobilier est extrêmement intéressant pour justement aller constituer une fortune. Donc, pas mal de Français, en fait, ont raison grâce à l'effet de levier. En France, si vous voulez constituer un patrimoine, soit vous constituez progressivement votre épargne et ça prend du temps, soit vous utilisez le levier bancaire et là, soit vous êtes entrepreneur, bingo, soit vous faites de l'immobilier. Donc, pour cet outil qui est le crédit, effectivement, c'est très intéressant d'avoir une exposition à l'immobilier qui soit importante de par nature, parce qu'effectivement, dès qu'on va emprunter de l'argent à la banque, on va très vite tomber sur 80, 70, 80, 90% de notre patrimoine en immobilier, a fortiori quand on habite dans des capitales. Donc, première réponse, avec l'effet de levier, c'est normal et c'est même plutôt conseillé. Alors, petite précision sur cet effet de levier, pour ceux qui n'auraient pas forcément le contexte, ça veut dire que il y a plein de classes d'actifs qui existent et la seule classe d'actifs aujourd'hui où on peut prendre l'argent de la banque, c'est-à-dire emprunter de l'argent à la banque et avoir une grosse somme d'un coup, évidemment qu'on va rembourser après, une grosse somme d'un coup pour investir, c'est l'immobilier. Donc c'est pour ça, c'est le gros avantage de l'immobilier. On peut le faire pour acheter directement et être propriétaire. Mais ça, c'est pas tellement ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler aussi du coup de la pierre papier, c'est-à-dire faire de l'immobilier sans être propriétaire. Et on peut aussi emprunter de l'argent à la banque pour faire ça, de la pierre papier, et on va en parler. Tout à fait, exactement. Et la pierre papier rentre effectivement aussi dans cette logique. Alors maintenant, effectivement, au-delà du sujet du levier, la question c'est, est-ce que c'est bon dans toutes les situations d'avoir beaucoup d'immobilier? Est-ce qu'en dehors du levier, c'est intéressant? Et là, la réponse va être différente en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Si on est dans une phase de capitalisation, en dehors du levier bancaire, on est déjà très exposé à l'immobilier. L'immobilier, du coup, dans une allocation globale, va plutôt servir en termes de diversification, et en ce sens on peut prendre des métriques comme je sais pas, le poids de l'immobilier dans le PIB mondial, c'est à peu près 6%, donc voilà, la réponse elle est entre 0 et 20% d'une allocation maximum selon moi dans une allocation multi-actif.
Après, on a d'autres phases dans la vie qui nécessitent de la génération de compléments de revenus, notamment quand on arrive à la retraite. Et en ce sens, il faut aller chercher des classes d'actifs avec de la visibilité, qui sortent une distribution régulière. L'immobilier en fait partie. Il n'y a pas que l'immobilier, mais l'immobilier en fait partie. Et enfin, on revient au crédit. Quand on se rapproche sur des stratégies patrimoniales un peu plus complexes, etc., quand on se rapproche effectivement de la retraite, en fait même dès 50 ans, etc., on peut, via le levier bancaire et notamment de l'immobilier, du coup, ça peut être vrai aussi avec les entreprises, optimiser la transmission via des sociétés pour créer en fait de la dette dans une boîte qui a en face un actif. Si j'ai 100 de dette, 100 d'actifs, la boîte elle vaut 0 et donc je peux transmettre une partie en fait des parts à mes enfants sans coût successoral. Donc la dette aussi est intéressante avec l'immobilier associé dans ce genre de cas aussi. Et on parlera de fiscalité en fin d'émission, restez avec nous. Ça paraît chiant comme ça, mais c'est hyper important. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent et même faire beaucoup d'argent. On a des questions sur la fiscalité et l'immobilier qui sont hyper intéressantes. On en parle dans quelques minutes. Paul, je voulais avoir un peu ton avis, tu vois, un peu la même question que j'ai posée à Romain, que Thomas nous pose aujourd'hui. Est-ce qu'en France, finalement, on n'est pas trop exposé à l'immobilier? C'est vrai que le premier réflexe qu'on a tous, c'est « Ah, mais il faut emprunter, il faut acheter sa résidence principale ». On entend beaucoup ça, ce qui nous surexpose, entre guillemets, enfin, ce qui nous expose fortement à l'immobilier. Est-ce que pour toi, c'est trop? Est-ce qu'il faut absolument faire de l'immobilier ou est-ce qu'il faut plus diversifier avec d'autres classes d'actifs? Alors, je vais faire une réponse moins structurée que celle de Romain. Il est clair qu'en France, on est toujours et on sera toujours surexposé à l'immobilier par rapport à d'autres nationalités, même en Europe. Je crois que les Français sont les champions de l'immobilier dans le monde, me semble-t-il. Ça je sais pas, il y a un côté probablement terrien qui est plus prononcé qu'ailleurs, je ne sais pas. C'est aussi probablement des questions d'héritage culturel, peut-être religieux, je ne sais pas, mais en tout cas on a une appréhension qui est favorable de la pierre. C'était le cas en Chine aussi il y a quelques années, mais sans mauvaise référence. Ils ont un peu trop appuyé sur l'accélérateur peut-être. En France en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va être surexposé à l'immobilier. C'est pas mal, hein. C'est pas mauvais d'être surexposé à l'immobilier, d'autant que dans l'immobilier, il y a plein de classes d'actifs, plein de typologies d'actifs, on va dire. On va en parler. Donc la résidence principale, la résidence secondaire, l'immobilier résidentiel, c'est quelque chose, mais il y a aussi la pierre papier, on va en parler. Et puis, comme l'a dit Romain, en effet, l'effet de levier, c'est quand même formidable pour se constituer un patrimoine à partir de zéro, ou en tout cas d'une épargne, d'une capacité d'épargne. Je crois que j'avais lu une étude qui remonte un peu dans le monde diplomatique il y a une dizaine d'années, qui disait qu'aucune fortune française, de LVMH à d'autres, ne s'était bâtie sans commencer par de l'immobilier. Et donc c'est intéressant aussi, ça vient faire écho à cette étude incroyable qui est parue dans l'Ouest France, qui dit aussi que les Français espèrent, ou en tout cas souhaitent s'enrichir grâce au loto, au jeu d'argent aussi. Donc moi je préfère l'immobilier personnellement. Ouais, je vois Jayan, notre ingénieur du son, qui note bien tout ça. Voilà, quand il a vu que Bernard Arnault avait fait fortune avec l'immobilier, il se dit voilà, il y a plein de questions à nous poser. Tu nous dis, Jayan, si tu veux intervenir, si tu as des questions là-dessus. Non, mais très intéressant. Et justement, c'est peut-être le moment d'expliquer plus concrètement ce qu'est la pierre-papier. C'est-à-dire que tu le disais, Paul, il y a l'immobilier, on peut acheter sa résidence principale, on peut avoir une résidence secondaire, on peut acheter des bureaux. Peut-être, Romain, si... En gros, là, aujourd'hui, on parle, ce que j'avais dit en introduction, de des manières de s'exposer à l'immobilier sans être propriétaire directement, physiquement, entre guillemets. C'est quoi un petit peu, si tu devais définir simplement la pierre-papier pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, qui nous écoutent là, pour qu'ils comprennent bien l'émission? Oui, tout à fait. Le terme de pierre-papier effectivement se définit par l'accessibilité en fait à un portefeuille souvent d'actifs immobiliers dont on va être propriétaire uniquement via la signature d'un bulletin de souscription ou via un simple clic en bourse via les foncières cotées. Donc de quoi on parle quand on parle de pierre-papier? En fait, on parle de différents véhicules. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais globalement c'est principalement SCPI, foncières côté.
L'OPCI n'a jamais convaincu et on pourra en débattre longtemps. Je suis pas sûr que le format hybride soit effectivement la bonne idée. Ensuite, vous avez d'autres classes d'actifs, mais beaucoup plus diffus comme le crowdfunding, le value add et autres. Mais c'est principalement SCPI et foncière cotée. En termes de capitalisation, tu m'arrêteras si je me trompe, à peu près 80 milliards sur le volet SCPI, ouais, c'est ça ? C'est à peu près 90, ouais. Voilà, et sur le volet foncière cotée, on est sur des capitalisations un peu plus importantes, au-delà de 100 milliards d'euros. Ok, alors Paul, c'est quoi une SCPI ? Une SCPI, c'est une société qui se constitue un portefeuille d'immobilier la plupart du temps professionnel, donc ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, bref, tout ce qui n'est pas résidentiel. Et elle se constitue ce portefeuille grâce à qui, grâce à quoi ? Grâce à son propre financement, mais aussi grâce à l'épargne des particuliers ou d'autres qui financent ce portefeuille. Et en contrepartie de ce portefeuille, en contrepartie d'un investissement dans ce portefeuille, les associés, les épargnants vont donc recevoir un dividende, un revenu pour avoir investi dans cette société. Voilà, tout simplement. Bon, si j'ultra vulgarise entre guillemets, si vous voulez par exemple dire moi j'aimerais acheter un bureau parce que je sais qu'on a besoin de bureaux et je veux qu'il y ait je veux toucher des loyers là-dessus. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un bureau, imaginez il y a 100 personnes qui veulent faire comme vous. Les 100 personnes prennent un bureau, on le divise en 100, chacun a un centième du bureau, et chacun va, si tu as un centième, tu vas percevoir, entre guillemets, je vulgarise, c'est pas totalement exact, mais va percevoir un centième des loyers, par exemple, qui vont tomber, quoi. C'est un petit peu ça. C'est à peu près ça, et c'est comme ça qu'a démarré d'ailleurs la SCPI à la fin des années 60. C'est plusieurs personnes qui se réunissaient, il y a eu plein de mutations juridiques, évidemment, entre-temps, mais c'est comme ça que ça a démarré. Et je rajoute que les SCPI, c'est pas un seul bureau, c'est-à-dire que, ou bureau ou autre, hein, mais tu es sur plusieurs biens avec plusieurs locataires, donc ton risque est dilué. Ah, ça y est, on commence à non, mais justement, c'est très intéressant. Le portefeuille est très important. Voilà, non, mais on va en parler là. Je faisais juste en introduction un truc un peu simple pour imager pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est. Voilà, t'as un gâteau, une pizza, ce que vous voulez, je sais pas ce que vous préférez, plutôt sucré-salé, mais voilà, et on divise en plusieurs parts, et comme ça vous évite, si vous n'avez pas les moyens d'acheter la pizza en entier, vous achetez une part de pizza, et puis voilà. Non, mais c'est un peu ça. Et la petite différence peut-être entre foncière et SCPI, en tout cas, justement, alors j'allais te demander, c'est quoi une foncière cotée ? La foncière cotée, en fait, c'est exactement la même chose qu'une SCPI, c'est-à-dire c'est un véhicule qu'on crée, on va collecter de l'épargne auprès des investisseurs, on va mettre du crédit, on va acheter des biens immobiliers, et à la différence par contre de la SCPI, c'est qu'on va la coter en bourse. Et c'est une grosse différence parce qu'on a en fait des cours de bourse tous les jours, comme par exemple n'importe quelle action LVMH ou autre, de ce parc immobilier, donc de cette entreprise. Et à l'inverse, du coup, on a une liquidité mais avec une contrepartie qui est la volatilité. Donc, à l'inverse d'une SCPI, ça va bouger plus rapidement et tous les jours. Là où les SCPI, la plupart du temps, ont une volatilité très faible, il y a uniquement en période de stress intense où, justement, on peut observer des baisses qui sont parfois plus importantes. Voilà, donc en fait, c'est intéressant. Il y a à la fois une partie cotée sur les marchés financiers, voilà, donc il y a le cours en temps réel quand les marchés sont ouverts, et à la fois une partie non cotée qui s'apparente les SCPI plus à du private equity, entre guillemets, où c'est-à-dire qu'on va avoir des parts de sociétés, mais qui sont pas cotées en temps réel, donc c'est moins liquide, on va en parler, et la cotation, enfin c'est moins volatile, en tout cas sur le principe, parce que c'est pas coté en temps réel. Voilà un petit peu pour poser un petit peu ce débat-là. Par quoi on peut commencer ? Je sais qu'on a une autre question très globale sur tout le marché des SCPI et de ce non-coté. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être dans l'introduction déjà, messieurs, pour préciser un petit peu de quoi on parle ou Moi ça va, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Ouais. J'allais juste préciser qu'en effet, les SCPI ne sont pas cotés tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est comme un appartement, comme de l'immobilier classique ou une maison. Tu peux connaître le prix de ta maison ou ton appartement tous les jours si ça te fait plaisir, mais évidemment il n'est pas coté parce que ça dépend de l'offre, ça dépend de la demande, ça dépend de plein de choses. Voilà. Et pour répondre à Thomas, sa question, on va y revenir un petit peu dans l'émission, parce que quand on va rentrer un petit peu plus en détail sur les différents produits qui vous permettent de vous exposer à l'immobilier, on pourra dire, tiens, à telle période de la vie, ça peut être plutôt intéressant de voir ci ou ça, ou pas, voilà, tout à fait. On verra. Alors peut-être un point important pour finir cette introduction, c'est bien comprendre de quoi on parle quand on parle d'immobilier. En fait, on parle de beaucoup de marchés immobiliers. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y a 15 ans, on pouvait acheter n'importe quel type immobilier, n'importe quel type de SCPI, n'importe quel type de foncière. Tout se passait bien.
Aujourd'hui, il va falloir être beaucoup plus sélectif. Donc c'est très important de comprendre ce qu'on achète, et même au sein de chaque SCPI, au sein de chaque foncière cotée, et même la différence parfois entre les deux. Donc dans les grandes masses, juste pour introduire le sujet, on parle, que ça soit sur la partie SCPI, on parle de 95% d'immobilier commercial. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est principalement du bureau, à peu près 65%. Et sur les nouveaux flux, c'est plutôt 50%. On a du commerce, et de manière diffuse, on peut avoir un peu de l'hôtellerie, de la logistique, etc. Et sur les foncières cotées, c'est globalement la même chose. On rajoute juste le résidentiel en Allemagne qui pèse quand même à peu près 30% dans la cotation. Ben justement, on va en parler des différentes catégories de SCPI, des différentes catégories d'immobilier, lesquelles sont plus ou moins bonnes à allier aujourd'hui. Voilà, on n'achète pas du résidentiel en France, donc on ne peut pas comparer ça à l'achat d'un appartement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça, et ben on va en parler tout de suite. On va écouter une question que Léo nous a envoyée. On écoute tout de suite Léo. Salut Amo, salut la martingale, j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui car j'ai plein de questions à vous poser. Ma première question était de savoir, selon vous, quels sont les types de SCPI à privilégier en ce moment. Je sais également que le secteur du bureau a touché un point qui est assez bas. Est-ce que ça pourrait être un point d'entrée pour pouvoir investir dedans ? Je me posais la question si, selon vous, c'était plus intéressant d'investir dans les jeunes SCPI ou les anciennes. Qu'est-ce que ça a changé concrètement ? J'ai également entendu parler de cette moins-value de 30%, par exemple avec Primo Pierre, parce qu'il y avait des gros problèmes de liquidité, des listes d'attente pour sortir avec des prix incertains. Et de ce fait, je voulais savoir si c'était peut-être pas mieux d'acheter, on va dire, un fonds obligataire qui offre les mêmes rendements, voire une foncière cotée, si on peut jouer la hausse des prix de l'immobilier. Et la dernière question était de savoir si les SCPI sans frais existent. C'est pas un gros coup de marketing selon vous, car au final, les frais sont déduits du rendement offert. Merci pour les réponses à toutes ces questions. Bye bye. Merci beaucoup Léo pour ta question. Alors il y a plusieurs questions dans la question de Léo, donc on va les prendre une par une. Léo qu'on salue, qui nous écrit de Levallois. Voilà. Je sais pas comment on appelle les habitants, les Levalloisiens, non, Levalloisiennes. Je sais pas comment on dit les habitants. Je ne tenterai pas. Non, moi non plus. On demandera à Patrick Balkany. Donc voilà, beaucoup de questions dans la question de Léo. Alors la première, quels sont les types de SCPI à privilégier ? Peut-être déjà on peut parler des différents types de SCPI. Je peux te donner la parole. Paul, là-dessus. Ouais, alors la plupart du temps déjà, il y a différents types de SCPI. Il y a des SCPI qu'on appelle de plus-value, de rendement et fiscale. Je vais écarter tout de suite les SCPI de plus-value et fiscale parce qu'elles sont très minoritaires et c'est mon avis. Romain a peut-être un avis différent, mais en tout cas, je ne trouve pas que ça fasse sens aujourd'hui. Si on parle des SCPI de rendement, qui sont les SCPI classiques, celles donc qui apportent du rendement. Il y a en effet plusieurs typologies que l'ASPIM, donc qui est l'association qui regroupe... Alors peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne une SCPI de rendement rapidement, d'où vient le rendement, comment ça se passe rapidement. Oui, bien sûr. Donc le portefeuille dont on parlait tout à l'heure, c'est un portefeuille immobilier et la société de gestion qui est à l'origine de la SCPI, eh bien, elle va s'occuper de gérer ce portefeuille. Et donc gérer ce portefeuille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire y placer des locataires, encaisser les loyers, faire des travaux, etc. Bref, c'est un des avantages d'ailleurs de la SCPI, c'est de n'avoir aucune gestion quand on est épargnant. Donc elle encaisse les loyers et puis en contrepartie donc, de l'achat d'une ou plusieurs parts de la part des associés de cette SCPI, eh bien, elle va verser un dividende, un revenu foncier. Et donc ce rendement, il provient de là, il provient de ce loyer qui est versé à la société de gestion de la part des locataires qui occupent le portefeuille. Voilà, donc ce que gagnent un petit peu les gens qui gèrent tous ces appartements, ces bureaux, ces maisons, bref, ce que vous voulez, ils vont répartir un petit peu à hauteur du pourcentage que vous avez en part. Et tout à fait. Ça vient de là. Voilà. Au prorata. Alors entre-temps, ils se servent aussi, ils se rémunèrent pour la gestion. Ils ont d'autres sources de rémunération, ça on y reviendra probablement. Et donc tu reçois en tant qu'associé un revenu. Et donc, dans ces SCPI de rendement, évidemment, il existe plusieurs typologies qui dépendent de la typologie d'actifs dans laquelle est investi le portefeuille.
Donc il y a des SCPI de bureaux qui avaient, disons, qui était la cote il y a quelques années, qui était disons la typologie d'actifs qu'on retrouvait le plus, dans laquelle les SCPI investissaient le plus. Et pourquoi les bureaux en particulier ? Parce qu'il y avait un besoin qui était fonction de l'habitude des gens, de l'habitude des Français. Le bureau, on va travailler au bureau, on se rend bien compte que ça a changé depuis le Covid et puis depuis quelques années. Ça reste encore la classe d'actifs la plus importante dans le portefeuille des SCPI. C'est parce que c'est le marché le plus profond aussi, c'est pas que aussi. Les SCPI, c'est vraiment le marché le plus profond. Alors quand tu dis marché profond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là où en fait la plupart des investisseurs ont la possibilité de faire des transactions, c'est-à-dire acheter et vendre des actifs. Ouais. Si par exemple, j'en sais rien, on prend le marché de la santé ou le marché de la logistique, il y a beaucoup moins d'actifs et beaucoup moins d'immeubles en fait en achat et en vente parce qu'en stock, le stock est beaucoup moins important. Donc c'est pour ça que le bureau a été essentiellement très important dans les SCPI, mais pas que, aussi à la cotation. Et puis le deuxième effet, c'était aussi la recovery des loyers. On a connu une très très belle hausse justifiée des loyers ces 15 dernières années parce que dans les années 2000, c'était à la casse, quoi. Okay. C'est ça, et donc il y a en effet les commerces ensuite qui est la deuxième typologie qu'on retrouve le plus. Donc les commerces, il y a beaucoup de choses dans les commerces. Il y a le commerce qu'on trouve en bas de sa rue. Il y a aussi les commerces qui sont des zones commerciales dans lesquelles on peut aller, type, je peux citer des marques ou pas ? Oui, vas-y, t'en cites plusieurs comme à la télé. Okay, dans lesquelles il y a Ikea, But, des magasins d'ameublement qui sont des grosses locomotives. Ces zones commerciales-là, ça peut représenter aussi, ça rentre dans la typologie commerce. Et puis ensuite, tu as d'autres typologies qui sont des locaux logistiques, donc des locaux des entrepôts. Et puis tu retrouves aussi de la santé. C'est à peu près toutes les classes d'actifs. Je pense qu'on a peut-être oublié l'hôtellerie qui constitue une typologie d'actifs à part entière. Ok, donc une fois qu'on s'est dit tout ça, voilà. Il faut choisir. Non, mais c'est ça. Il y avait aussi une autre question dans la question de Léo qu'on a rajoutée. Il nous demande si le bureau a touché un point bas. Parce que, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les valorisations des bureaux sont un peu effondrées. Ouais. Alors, on va voir pourquoi, où ça en est. Il y a de l'espoir. Voilà, il y a toujours de l'espoir. S'il faut racheter un petit peu ces SCPI de bureau. Donc là, on parle bien des SCPI de rendement parce qu'il y a un rendement, comme tu l'expliquais, et on parle il y a différents types d'immobilier, donc le bureau, le commerce, les différentes typologies. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut privilégier en fait aujourd'hui si on veut. On va prendre deux cas. Les cas où on a déjà des parts de SCPI dans certains secteurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on renforce ? Est-ce qu'on vend ? Et si on n'en a pas, là maintenant, vous achèteriez quoi si vous iriez si vous vouliez faire des SCPI maintenant ? Faut juste que je précise quelque chose. Après, je laisse parler Romain parce que je veux pas monopoliser la parole, mais il y a une typologie de SCPI qui est apparue, qui est là, qui évidemment est en force. C'est la typologie des SCPI diversifiés. Et donc, dans cette SCPI, dans cette typologie, eh bien, les gérants de SCPI peuvent mettre ce qu'ils veulent. Donc, tu peux te retrouver dans une SCPI qui, à la fois, investit dans du bureau, dans du commerce, dans de la logistique. C'est un ETF de la SCPI, quoi. Un petit peu. Ouais, alors, il faut qu'elle respecte une règle qui est, il faut au minimum 3 typologies d'actifs et que aucune de ces 3 typologies ne dépasse 50%. Voilà. C'est les SCPI diversifiés. Bon à savoir, parce qu'on va voir aussi s'il faut aller plutôt dans du diversifié ou faire du secteur par secteur. Romain, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Mini parenthèse pour dire qu'à la cotation, par contre, le côté diversification est beaucoup plus rare. Les institutionnels, qui sont quand même les plus gros acheteurs en fait, de foncières cotées, préfèrent la pureté, avoir de la visibilité sur le patrimoine et la classe d'actifs. Donc en général, en dehors de quelques exceptions, comme par exemple Covivio, la plupart des foncières cotées sont monoclasses d'actifs. Okay. Donc pour rebondir en fait, sur le sujet et répondre à ta question, on l'a compris, c'est de l'immobilier et des gérants. C'est ça qu'on achète à travers les foncières cotées, à travers les SCPI ou même tout un tas d'autres fonds. Et donc il faut avoir un avis sur les deux. Quand on regarde du coup la partie les marchés immobiliers, c'est ce que je disais, on a connu un sacré paquet de problématiques. La hausse des taux, le Covid, le télétravail, le e-commerce avant même, qui a impacté le commerce. On a connu beaucoup de sujets. Je ne vais pas parler des thématiques Orpea sur la santé qui ont aussi posé quelques problématiques. Mais donc, il faut être bien conscient aujourd'hui de ce qu'on achète pour éviter les risques et saisir les opportunités. Et justement, là, on va dans quel secteur aujourd'hui, tu vois, alors, une fois qu'on... Pour bien comprendre, moi, je vais prendre les 2 principaux pour pas trop m'étaler compte tenu du format, mais bureau-commerce. Ok.
Bureau, ça répondra à une de tes problématiques. Nous, comment on le regarde? Déjà, on a toujours une approche top-down. Déjà, on va regarder effectivement, est-ce qu'on va préférer de l'immobilier par rapport à autre chose? Et si je vais faire de l'immobilier, est-ce que je fais du bureau, du commerce, du résidentiel? Et au sein même de tout ça, je vais regarder si je fais du bureau quartier central des affaires à Paris, à Milan, en dehors de ces zones-là, c'est-à-dire plutôt en périphérie. Donc en fait, il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers, et même au sein de chaque classe d'actifs, il y a plusieurs marchés. Et donc ça, c'est très important, parce que je vais répondre du coup à ta question tout de suite, désolé pour ces circonvolutions. Non mais c'est bien de préciser, c'est très important, parce que je prends le bureau, la périphérie, excusez-moi le terme, c'est un carnage, quartier central des affaires, se porte très très bien. Il y a eu une petite hausse de la vacance, mais si je donne quelques chiffres. Alors déjà, chaque marché a ses indicateurs de risque. Nous, en tant qu'allocataires d'actifs, qu'est-ce qui nous intéresse? Mesurer le niveau du rendement, la solidité du patrimoine et de sa valorisation, et être sûr qu'il y a une certaine pérennité. Si j'achète un rendement à 5 ou à 6 aujourd'hui, mais que demain, il finit à 3, ça n'a aucun intérêt. Donc qu'est-ce que je vais juger sur le marché des bureaux? Le taux de chômage des immeubles, le fameux taux de vacances. Je vais juger aussi les niveaux... Donc c'est 5 dans Paris, c'est 12 aujourd'hui en périphérie. Là, tu parles de quoi? Du rendement, là? Du taux de chômage des immeubles. Ah oui, non, mais donc ça veut dire qu'un actif sur 10, voire plus, en dehors de Paris, n'est pas loué. Voilà. Ouais. Donc on a des niveaux de vacances qui en fait ont grimpé parce que très simplement on a un phénomène post-Covid en fait, c'est qu'on a remplacé le bureau par le résidentiel avec le télétravail. Donc aujourd'hui, même si c'est en train de s'inverser, et très clairement le télétravail à très long terme ne va pas remplacer le bureau, on n'est pas du tout là-dedans, le bureau n'est pas mort, c'est pas le sujet, mais en tout cas aujourd'hui, quand on interroge les entreprises européennes, une fois sur deux, si vous voulez, elles ont leur capacité maximale. Donc au maximum, quand tous les salariés sont là, un taux de remplissage de 80%. Au maximum. Et quand on regarde la moyenne, c'est plutôt 50%. Donc ça veut dire que la plus grande, ces grandes entreprises-là, qu'est-ce qu'elles vont privilégier? Qu'est-ce qu'elles privilégient depuis plusieurs années? Plutôt la qualité des actifs, prendre moins de mètres carrés mais plus qualitatifs, avoir des services, être plus près des transports, avoir une salle de sport, ça fidélise, ça permet d'avoir une meilleure marque, etc., etc. Donc en fait, dans les chiffres, on voit quoi? Une croissance des loyers et des valeurs d'actifs qui se tiennent enfin dans le quartier central des affaires, voire qui remontent. Quand on voit les publications des foncières cotées au S1, on voit que les prix du QCA remontent, donc des centres des grandes villes européennes. Et à l'inverse, la périphérie, ça continue à baisser et c'est pas fini. Que ça soit sur les foncières ou sur les SCPI, parce que là, je parle bien du sous-jacent bureau. Bon, là, tu nous dis, en gros, je te donne la parole tout de suite, Paul, le bureau n'est pas mort, mais ça dépend où. C'est-à-dire que toi, tu nous dis le bureau en périphérie, pas ouf. Ça dépend à quel prix. Parce qu'il y a un autre sujet aussi derrière, c'est à quel prix j'achète ça. Quoi. Voilà. Mais tu te dis, why not, ça dépend du prix. Dans les grandes villes, pourquoi pas. En tout cas, le bureau est en train de se réorganiser et donc il y a une sorte de redémarrage. Donc là, c'est plutôt là que tu irais chasser, entre guillemets. Les taux de rendement, pour vous donner une idée, en bourse, après on pourra parler des SCPI sans aucun problème, mais l'avantage de la bourse, c'est qu'il y a des analystes dans le monde entier qui regardent cette valeur, qui ont des données publiées, parce que c'est légal quand on est coté en bourse, et donc on peut connaître le niveau de prix, les qualités des baux, le niveau des loyers, les niveaux d'accompagnement, tout, on connaît tout. Donc en fait c'est souvent un indicateur avancé, souvent, à la hausse, à la baisse, de ce qui se passe un petit peu sur le non-coté, y compris sur le volet SCPI. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des indicateurs assez satisfaisants sur certains marchés immobiliers, on en parlera après. Donc ça peut présager des choses assez intéressantes sur les SCPI, mais par contre sur les bureaux, à l'inverse, on voit encore des caractéristiques et des prix et des niveaux de loyer qui continuent à baisser. Okay, donc c'est plus de 12 ou 15% de rendement, je crois, sur les foncières en dehors de Paris, voire même, je crois que c'est au-delà, je les regarde même plus. Et si on prend Gecina, qui est la foncière la plus qualitative, bureau, Paris, vraiment c'est les plus beaux actifs en dehors de SFL, on est sur un peu plus de 6% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avant c'était 3 quoi. Ok, très intéressant. Juste, je répète un petit peu ce que tu as dit pour que les gens qui nous écoutent puissent bien suivre et non, mais très clair, mais et puissent noter. En gros, toi aujourd'hui là, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est important quand même de citer des noms, etc. L'effet pour que les gens est important, j'insiste. Voilà, et que les gens aient des idées qui puissent aller voir les valeurs. Toi, tu dis dans les foncières cotées. Moi aujourd'hui, je m'intéresse aux bureaux dans les centres des grandes villes qui sont bien notés. Et je sais pas si tu avais 2-3 noms d'actions comme ça que tu pourrais citer, que c'est pas un conseil en investissement, mais pour que les gens puissent aller faire leur recherche et regarder, toi, ou des boîtes où tu te dis, tiens, il y a un intérêt. Je vais reprendre le raisonnement. Mon raisonnement, c'est plutôt de repartir des bureaux. Alors, on n'a pas parlé du reste, mais des bureaux. Le bureau, que ça soit sur les foncières cotées ou sur d'autres formats type SCPI. Le périphérique, je n'y vais pas, à part s'il y a une très très forte décote, et là, on verra le niveau des prix.
Et on a déjà des décotes très importantes sur les foncières cotées de bureaux périphériques. Il y en a peu, vous regardez ICAD, vous verrez le prix, vous serez assez étonné. Mais toi, par exemple, ça pourrait être un point d'entrée. Ça pourrait être un point d'entrée. Donc très clairement pas. Je ne vais pas là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais privilégier un actif qui a 30% de décote, qui a des actifs en plein centre de Paris avec plus de 6% de rendement, où au-delà en fait de la plus-value à long terme, j'ai 6% de rendement sur un patrimoine immobilier extrêmement qualitatif. Allez voir le patrimoine immobilier de Gecina, vous allez tous rêver. Donc c'est pareil sur la volet SCPI. Ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les actifs à l'intérieur. Si c'est du bureau, qu'est-ce qu'il y a, à quel prix je l'achète. Et il faut que le plus possible, ça soit pas trop dans la périphérie. Alors avec des décotes, honnêtement, si vous achetez à moins de 8 ou 10% de rendement, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ce qu'on verra, je pense, sur certaines SCPI qui passeront à capital fixe, je pense. Ok, donc première réponse de Romain sur les foncières, enfin les entreprises qui font de l'immobilier, voilà, cotées en bourse, où il y a un intérêt là-dessus sur ce que tu viens de dire. Sur l'immobilier de bureau. Voilà. Ouais. Sur la même thématique, Paul, sur les SCPI, est-ce qu'il y a des choses à faire et si oui, quoi, comment ? Alors moi je serais un peu moins radical dans l'approche. Parce que j'appréhenderais plutôt non pas la classe d'actifs, mais je me demanderais à quel moment est née la SCPI et à quel moment elle investit. Parce qu'investir, on parle du QCA en effet, qui est de fait plus défensif que le quartier central des affaires. Donc en gros le triangle d'or parisien. Le QCA c'est quoi ? C'est le quartier central des affaires. Quartier central des affaires à Paris, donc c'est 8e, ça englobe aussi un peu de Neuilly, 8e, 16e proche de l'Étoile, bref, ce quartier où il y a une concentration de bureaux qui est extrêmement importante. Et en effet, tu as des sièges sociaux, tu as des entreprises qui sont là, et en effet, c'est très défensif. Il y aura peu de vacances. Il y en a eu, évidemment, mais il y aura peu de vacances. Donc, cet aspect défensif, il fait aussi que tu as un tout petit peu moins de rentabilité. A contrario, plus tu vas en périphérie, en première couronne, deuxième couronne, troisième couronne, et là, plus la rentabilité est forte, mais la qualité se dégrade. C'est-à-dire que si une entreprise veut partir, elle peut déménager plus facilement. Donc, je serais moins radical dans l'approche. Pourquoi ? Parce que le quartier central des affaires, certes, c'est défensif, mais il y a aussi des bonnes affaires à faire. Et là, aujourd'hui, peut-être en première couronne, en tout cas, lorsqu'il y a une prime au bureau, une prime près des nœuds de transport avec des bureaux qualitatifs, on se rend bien compte de ça. Et donc, les SCPI qui se sont créés, par exemple, il y a 2-3 ans, elles sont en position de force pour acheter justement des biens qui commencent à être extrêmement rentables, qui commencent à reprendre des couleurs. Une SCPI, par exemple, je préférerais aller dans une SCPI qui investit dans des bureaux aujourd'hui. C'est pas le cas, hein. Elles ne sont pas encore revenues sur les bureaux, majoritairement. Je préférerais investir, si c'était le cas, investir dans une SCPI qui investit dans des bureaux aujourd'hui, qui vient de se créer, plutôt qu'une SCPI qui existe depuis 20 ans et qui possède un patrimoine dans le quartier central des affaires. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on traite aussi cette question-là. Il y avait la question de Léo, c'est est-ce qu'il faut acheter des jeunes SCPI ou des anciennes ? Peut-être que tu avais commencé à répondre, peut-être que tu peux nous donner ton avis là-dessus et nous expliquer le fonctionnement en fait. Parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est quoi la différence entre rentrer dans une SCPI qui a 20 ans et une SCPI qui vient de se créer ? Une SCPI qui a 20 ans, elle a certes de l'historique, c'est-à-dire qu'elle a déjà constitué un portefeuille, donc on entre dans un portefeuille qui tourne déjà, elle a de l'expérience probablement, puisqu'elle le fait depuis 20 ans. En revanche, elle pâtit aussi, à contrario, d'un patrimoine qui a subi des corrections, surtout depuis 2-3 ans, qui commence à se faire vieillissant, il va falloir le rénover, il va falloir peut-être remplacer les locataires qui commencent à partir, donc il y a probablement un peu de vacances locatives. Entre parenthèses, on peut mesurer ça dans les SCPI avec le taux d'occupation financier, voilà. Donc c'est une donnée qui est lisible, qui est trouvable partout, sur le site de France SCPI, bien évidemment. Donc on a cette vieille SCPI avec de l'historique. 20 ans, c'est ancien pour une SCPI. Et puis à côté, on a des jeunes SCPI qui se sont créés en gros post-Covid, donc dans les années 2020, 21, 22, et qui arrivent dans un moment où l'immobilier a corrigé, où l'immobilier a déjà subi des décotes de 15, 20, parfois 30%, et donc qui arrive en position de force en disant nous on peut acheter ces biens, bête et méchant, hein, mais nous on peut acheter ces biens, on a les fonds, et donc on arrive avec les poches pleines, et donc une rentabilité qui va être exceptionnelle. Donc c'est ça la différence en gros entre les jeunes et les plus anciennes SCPI.
Ok, c'est intéressant. Puis ce qu'on n'a pas forcément précisé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'une SCPI, il y a deux manières de gagner ou de perdre de l'argent, mais bon, on espère que vous allez en gagner. C'est de revendre les parts. À un moment, on peut revendre ses parts, c'est ça. Ouais, tout à Et fait. il y a à la fois le rendement, une sorte de loyer qu'on touche tous les mois ou tous les je sais pas combien, et à la fois la revente des parts. Donc là, dans la stratégie d'achat, enfin, dis-moi si. En fait, ce que tu dis là, si je reprends et si j'ai bien compris, c'est que tu as la possibilité de gagner de l'argent à la fois sur le rendement et à la fois sur la plus-value potentielle. C'est comme je compare, si la comparaison est bonne, pareil sur une entreprise en bourse, il y a à la fois la valeur de l'action où tu espères faire une plus-value sur la valeur de l'action et à la fois un potentiel dividende. Voilà, Et donc, là, je dis attention. Ouais, bah justement, ok, très bien. Non mais très bien, justement. Ouais, bah, et dites-moi un petit peu quelle différence il peut y avoir là-dessus, comment il faut voir les choses. Je dis juste ce que j'en pense, je pense que Romain, tu as un avis bien tranché. La raison d'être des SCPI, c'est le rendement. Donc c'est un complément de revenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est génial, et ça répond aussi à la question de Thomas, qui était la première question, qui est que non, on n'est pas surexposé à l'immobilier parce que ça permet d'avoir du rendement et des revenus complémentaires à tout moment de la vie. Bref. Donc toi, tu dis à la limite, moi je cherche pas de faire une plus-value à la revente, je m'en fous, je veux juste pas perdre d'argent, mais ce qui m'intéresse, c'est le rendement que je vais avoir tous les mois. Ouais, c'est un peu comme ça que tu raisonnes. Tous les mois ou tous les trimestres. Enfin voilà, suivant évidemment. Nous, on n'a jamais dit à nos clients, vous allez faire une plus-value. Non, on dit la SCPI de rendement, comme son nom l'indique, c'est pour faire du rendement, c'est pour avoir du rendement, des revenus complémentaires tous les mois ou tous les trimestres. Si vous avez une plus-value, c'est la cerise sur le gâteau. Mais n'attendez pas une plus-value. Et en effet, on voit que, en tout cas, l'histoire montre ces 3 dernières années, je touche du bois là où nous sommes, on n'a pas conseillé ces SCPI. La table en bois, c'est bon. Mais il y a des gens qui sortent, s'ils peuvent sortir, avec des grosses moins-values là. Et Romain, là-dessus, ton avis ? Je partage tout à fait cet avis. En fait, j'utilise un autre terme, mais qui veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation, s'il y a des décotes, sont pour nous davantage en fait un confort d'investissement, avec une option éventuellement de plus-value. Mais avant tout, ce qu'on va documenter, c'est la qualité, encore une fois, du patrimoine et notre capacité à avoir une rente qui est pérenne. Je fais une mini parenthèse d'ailleurs à ce sujet-là. C'est très très important. Alors, je partage ce qui a été dit sur des environnements de marché plus intéressants, plus opportuns. Alors attention, peut-être pas sur toutes les classes d'actifs. Encore une fois, le bureau périphérique, y compris sur les données les plus avancées, montre très clairement encore une baisse des loyers, encore une baisse de prix. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ce qu'il faut aussi avoir en tête, à mon humble avis, c'est que moi, je préfère avoir un patrimoine qui est constitué, qui est connu, donc nouvelle SCPI, ancienne, nouveau fonds, ancien fonds, peu importe si on parle de foncière ou des SCPI. Je préfère en fait avoir une gestion que je connais, qui a un track record important, avec un patrimoine qui est connu et constitué, et si possible avec une décote. Donc ça, toi, tu parles plutôt des SCPI anciennes qui existent déjà. Typiquement, nous aujourd'hui, ce qu'on va regarder, alors c'est un micro-marché, etc., mais il y a une SCPI que j'ai en tête, que l'on regarde de très très près, qui est une SCPI à capital fixe, donc 80%, un petit peu moins, c'est du patrimoine de bureau QCA. C'est extrêmement rare sur de la SCPI, c'est le cas de cette SCPI-là. Et là, on a des décotes, en fait, avec le marché secondaire, qui sont de l'ordre d'à peu près 35%. Donc, par rapport au plus haut, entre les valeurs d'expertise et les prix de part. Et ça nous intéresse, parce que au-delà du potentiel de plus-value, on a un rendement de plus de 6% sur... Ça dépend, mais plus ou moins 6% en fonction du mois où vous l'achetez. Je ne vais pas m'avancer, et encore une fois, ce n'est pas garanti. Mais on a une qualité d'actif, on a un niveau de rendement élevé, et surtout une prévisibilité de ce rendement, ou en tout cas une pérennité de ce rendement qui est offerte. Donc le bureau, on fait que ça. Sur le commerce, c'est pareil. Il y a des segmentations qui sont très très importantes. On a parlé de commerce pied d'immeuble, de galerie. Alors ça fait beaucoup de circonvolutions, mais sachez que c'est ça qui est important quand vous achetez un véhicule. Vous achetez du commerce pied d'immeuble versus des grands centres commerciaux, vous avez un différentiel en termes de fréquentation, en termes de chiffre d'affaires des commerçants, en termes de ratio d'emprise qui n'a vraiment rien à voir. Et pour le coup, ça sous-entend quoi ? Ça veut dire qu'il y a un format qui aujourd'hui fonctionne bien, sur lequel il ne faut pas attendre la croissance, mais qui a des niveaux de rendement très élevés et qui est intéressant. C'est plutôt les grands formats, galeries, centres commerciaux, mais surtout les grands centres commerciaux. Et les plus petits formats, à part si vous êtes dans la bonne rue de chaque centre-ville, il y a des fréquentations, des taux de vacances
et des chiffres d'affaires côté commerçant qui sont compliqués. Parce qu'il n'y a pas l'effet locomotive dont tu parlais tout à l'heure, où on va être capable d'amener un Primark qui va drainer en fait tout un tas de flux et de fréquentation dans le centre commercial pour ramener du chiffre d'affaires chez tout le monde, sachant que les acteurs immobiliers ont des beaux variables, donc ils bénéficient en plus de ces croissances de chiffre d'affaires. Et pour finir, ce qu'il faut aussi avoir en tête derrière, c'est que sur ce type de format, il y a aussi la possibilité, non pas de gérer actif après actif, mais de gérer en fait un ensemble de biens commerciaux. Et ça fait quoi ? Ça veut dire que vous gérez des locomotives, vous pouvez changer votre mix, mettre plus de restauration, mettre plus de loisirs, et ça draine les familles, et ça permet justement de venir d'être extrêmement résilient dans cette phase de croissance du e-commerce qui représente à peu près 10% de part de marché aujourd'hui. On va finir les 1 ou 2 points restants de la question de Léo, et après on parlera de la fiscalité qui peut être très intéressante ou pas, voilà, en fin d'émission juste après. Et après, si vous le voulez bien, pour ça restez avec nous, j'aimerais que vous nous donniez votre avis, ça n'engage que vous, c'est pas un conseil d'investissement, peut-être un petit peu aujourd'hui que vous ayez un petit peu des choses à vous mettre sous la dent si vous voulez regarder, des exemples de foncières cotées qui peuvent être intéressantes, des exemples de SCPI ou de secteurs qui peuvent être intéressantes, ça peut être, ça va être bien pour tout le monde. Paul, je m'adresse à toi. Là, dans la question de Léo, il y avait un truc où il nous disait, si ça nous arrive, que faire quand on a une moins-value par exemple de 30%, on parlait par exemple des SCPI Primo-Pierre, où il y avait eu des gros problèmes de liquidité, des gens qui n'arrivent pas à sortir, qui sont sur les attentes. Déjà, est-ce qu'il y a des choses à faire quand on est dans ce cas-là ? Première question. Et deuxième question, comment on fait pour éviter ça ? Très vaste question. Question piège. Non, quand tu as des SCPI, des parts de SCPI qui ont décoté de 30%, tu ne peux, il y a quasiment que le temps qui fera que tu pourras sortir. Tu ne peux pas sortir. Oui, tu as des moyens qui sont le marché de gré à gré, c'est-à-dire que tu essayes d'échanger avec d'autres personnes, d'autres particuliers. Tu peux aussi dire OK à la société de gestion qui te propose de racheter tes parts à un prix mais qui est très décoté. Donc en gros, si tu ne veux pas perdre une partie de ton capital, il faut que tu attendes. Et c'est là qu'on rejoint les propos d'avant, c'est que normalement, cette SCPI, elle continue de te verser un dividende, elle continue de te verser des rendements, alors qui va certes être dégradé, mais tu as toujours des compléments de revenus. Et c'est ce pourquoi tu investis. En clair, quand tu investis de l'argent sur des SCPI, c'est de l'argent dont tu ne dois pas avoir besoin normalement en cas de problème. Donc, c'est quoi l'horizon d'investissement en général pour une SCPI ? Fortement conseillé, c'est 8 ans, 10 ans. Nous, on conseille de se projeter au moins sur 10 ans. Et tu as des personnes qui voient d'abord le rendement et qui se disent je vais faire un coup et puis je vais ressortir. Mais pourquoi pas ? C'est possible. Mais on se parle, le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Donc on ne doit pas considérer que c'est un livret. Je vois des articles passer dans des grands titres nationaux qui disent alors livret A ou SCPI ? Mais on ne peut pas comparer les deux. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, à ce propos, je ne comprends pas pourquoi les gens ont plus de livrets A que de SCPI, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, on ne peut pas sortir quand on a une décote de 30%, et c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut patienter. Mais de la même manière que si tu as un appart à vendre, un studio, peu importe, que le marché a décoté de 30%, tu te dis peut-être que tu vas attendre avant de le vendre. C'est exactement pareil dans les SCPI. Et j'ai oublié le reste de la question. Le reste de la question, c'était un peu, tu y as déjà plus ou moins répondu, c'était comment on évite de se retrouver dans cette situation. Tu y as déjà répondu dans le sens où tu dis il faut prendre un horizon d'investissement qui est assez long pour éviter pour ne pas avoir à retirer et attendre patiemment avec des rendements, même s'ils ont baissé, avoir quand même un petit peu des rendements, et espérer qu'à la fin, on ait au moins une opération neutre sur le prix quand on récupère et on aura eu des rendements. À part faire ça, est-ce que, je sais pas, il y a des choses à regarder, il y a des red flags, des choses où tu te dis, il faut éviter. En fait, premièrement, il faut ouvrir le capot de la SCPI. C'est hyper important, ou se faire accompagner par des conseillers comme nous, comme Romain. Enfin, mais la base de la base, c'est du bon sens. Se dire, OK, je vais essayer d'avoir une analyse, je vais essayer de faire l'analyse par moi-même. Il y a des outils aussi qui existent pour comparer les SCPI. Aujourd'hui, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais on a créé un outil qui est en libre accès sur notre site qui permet de comparer toutes les SCPI. On les a notées, on a crunché des datas à fond pour rendre le plus intelligible possible et le plus digeste possible tous les indicateurs qui parfois peuvent être un peu complexes. Donc ça, c'est un point important. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils comme
comme des forums, comme des sites, peu importe lequel, qui permettent de se faire un peu une religion sur chaque SCPI, regarder ce qu'il y a. Et l'effet portefeuille dont parlait Romain, c'est hyper important. Si tu investis 200 €, forcément, tu ne vas pas investir sur plusieurs SCPI. Mais en tout cas, si tu investis une somme qui est supérieure, il faut que tu diversifies. Il faut que tu diversifies plus encore que le portefeuille qui est lui-même déjà diversifié dans une SCPI. Je me permets, je souscris largement à ce qui a été dit au-delà du sujet effet portefeuille. En fait, si on revient dans les années 2020, donc post ces fameuses décotes, il n'était pas très très compliqué pour les professionnels d'avoir une opinion prudente, non pas de voir des baisses de prix, mais d'avoir une opinion très prudente sur l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial. Donc en fait, quand il est dit il faut lever le capot, quand il est dit il faut se faire conseiller potentiellement, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le plus important. Parce qu'à ce moment-là, vous auriez vu 100% bureau, du périphérique, vous auriez vu des indicateurs avancés type des ICAD qui ont fait moins 75% à ce moment-là, vous auriez lu toutes les études publiques des brokers, Cushman & Wakefield, BNP, etc., avec des indicateurs très mauvais sur le bureau. Je vous assure qu'à chaque fois qu'on récupérait un client qui avait ce type de SCPI à l'époque, ou tout autre véhicule sur du bureau à l'époque, on le faisait sortir. Donc le premier sujet, c'est n'achetez pas une SCPI, achetez une SCPI qui est gérée par quel type de gérant et qui était gérée sur tel type de sous-jacent, et d'avoir une opinion sur le sujet, quoi. Ok, et justement, avant que vous nous donniez un petit peu, vous, les opportunités que vous voyez potentielles, que ce soit sur les CPI ou sur les foncières à côté. Dernière question à la partie de Léo qui nous dit au final, est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas acheter un fonds obligataire qui offre le même rendement, il dit, voire une foncière cotée si on veut jouer la hausse des prix de l'immobilier? Je pense que si. Je pense que si, parce que en plus, le fonds obligataire est plus liquide, la foncière aussi d'ailleurs. Si on n'est pas prêt à prendre le temps et avoir des revenus qui sont intéressants, réguliers dans le temps, si, je pense qu'il faut aller dans des fonds obligataires. Après, le point, c'est la fiscalité, on va en parler, et puis le mode de détention qui est moins intéressant, l'effet de levier notamment. Ok. Romain, là-dessus. Alors, un point sur la partie rémunération des foncières. Donc, elles ont des dividendes. C'est pas rémunéré tous les mois ou tous les trimestres, mais c'est tous les ans. Et puisque ce sont des loyers, puisque les foncières ont une obligation réglementaire de verser 90% de leur cash flow en dividendes, donc ce sont des loyers qu'on vous verse chaque année, sur lesquels vous avez une très grosse visibilité. Donc en fait on peut avoir ce système de complément de revenus aussi via des foncières. J'opposerai pas foncière, SCPI, encore une fois, et même obligataire. Je pense que dans une allocation d'actifs, c'est intéressant de regarder les apports de toutes ces classes d'actifs ensemble. Néanmoins, il est clair que tous les investisseurs institutionnels qui drivent les prix de l'immobilier aujourd'hui, aujourd'hui se pose la question de dire j'investis à 3,50 dans l'OAT française et j'ai du 4% sur du rendement prime commerce Paris. Donc le combat est beaucoup plus problématique aujourd'hui pour l'immobilier que quand les taux étaient à 0 et que l'immobilier prime rapportait également 3-4%. Donc cette notion de prime de risque, c'est-à-dire différence entre les deux, évidemment elle va driver les prix de l'immobilier. Fort heureusement, la BCE a baissé ses taux. Ça ne se voit pas encore dans le coût du crédit. Mais je pense que très clairement, la baisse des taux sera un indicateur assez favorable pour l'ensemble des marchés immobiliers qui doivent être priorisés, on l'a dit, plutôt de mon point de vue du bureau prime que du périphérique, plutôt des commerces de grande taille que des petits pieds d'immeubles de manière diffuse et qui ne sont surtout pas centraux, plutôt des formats où il y a des décotes. Parce que si je peux acheter du prime aujourd'hui avec une décote, pourquoi je vais acheter quelque chose de diversifié qui n'est pas prime sans décote? Je ne vois pas l'intérêt. Donc je vais privilégier en fait une décote sur des actifs prime. Il y en a sur certaines SCPI, il y en a aussi sur les foncières. Et enfin, si vous voulez faire vraiment un sujet de plus-value, alors là très clairement, allons sur des stratégies de value add. Donc c'est-à-dire en fait on va aller acheter sur une durée bien définie, qui est de dire, sur une période de 6 ans, je vais jouer le cycle immobilier en allant acheter des actifs à la casse, les retransformer et faire de la plus-value. Là, effectivement, si on veut jouer le cycle, soit vous achetez de la décote, soit vous achetez sur un fonds fermé. Donc là, tu n'es pas tellement sur une stratégie de rendement dans ce cas-là. Non, pas du tout. Tu veux faire une plus-value. Si vous voulez profiter du cycle, le plus intéressant, c'est du value add, avec un niveau de risque totalement différent par contre, mais des rendements à 2 chiffres. Que tu garantis ?
Tu garantis les rendements ? Très clairement pas. En fait, c'est D'accord. des stratégies. Alors, de toute façon, sur l'ensemble des classes d'actifs et l'ensemble en dehors des livrets réglementés, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et je martèle parce qu'a priori, ça n'a pas été assez dit, il y a des niveaux de risque qui sont différents sur chacun de ces supports. Il y a le risque du sous-jacent, dont on vient de parler, qui est équivalent chez tout le monde, mais il va se refroidir différemment. Si, par exemple, on prend une SCPI qui a de la dette, pareil pour une foncière, une SCPI qui n'a pas de dette, on n'aura pas la même conséquence en cas de baisse de prix. La SCPI là, qui a fait moins 30, là, qui a été évoquée, aujourd'hui, elle arrive avec un niveau de dette à 40% à cause de la baisse des prix. Donc les charges d'intérêt cassent tout le rendement. C'est pareil pour les foncières cotées. Le sujet d'endettement prend beaucoup d'importance. Donc en fonction des modèles, en fonction de s'il y a de l'endettement, en fonction de si on va faire justement plutôt du value add, où là il y a de l'endettement et en plus de ça il y a un risque qui est beaucoup plus important, on n'aura pas les mêmes niveaux de performance et évidemment proportionnellement pas les mêmes niveaux de risque. C'était le sens de ma question un peu provocatrice, qui était de garantir. Est-ce que tu garantis ? Et c'est vrai que la SCPI, au moins, elle a cette vertu d'avoir un couple rendement-risque qui est équilibré. Je ne dis pas que c'est le rendement le plus élevé, mais c'est un couple rendement-risque qui est équilibré. Et quand on regarde sur les 40 dernières années, la SCPI, elle a certes un rendement moyen parmi toutes les SCPI, qui est une sinusoïde, donc ça varie selon les années, mais on est toujours compris entre plus 4 et plus 8%. Donc tu peux te projeter, toi, en tant que retraité, en tant que, je sais pas moi, jeune travailleur, tu peux te dire, je sais que en moyenne, même si les performances mais passées... c'est pas garanti, on est d'accord. On est d'accord, c'est pas garanti. Néanmoins, j'ai un historique qui me permet de voir que voilà, ok, ça a toujours été compris entre 4 et 8%. C'est vrai que les foncières, on peut gagner évidemment plus d'argent, beaucoup plus d'argent, mais il y a un risque de volatilité qui est un peu plus élevé. En fait, c'est la différence à la sortie. C'est-à-dire que cette liquidité, elle a vraiment un prix. Mais comme une SCPI aujourd'hui qui est dans une situation difficile, en fait, la liquidité a un prix. C'est-à-dire que tu vends à moins 30. Une foncière, c'est liquide, mais bon, si tu vends en 2008, ça fait moins 40, moins 50, tu vas pas vendre. Donc le sujet, en fait, est plutôt de se dire, est-ce que j'investis à long terme ? Les foncières cotées, c'est minimum 5 ans, voire même on peut aller à 10 ans sans aucun problème. Et derrière, voir pourquoi tu viens. Si on reste dans un persona qui est celui du complément de revenus, etc., la partie foncière cotée, elle ne peut être proposée, conseillée, qu'à des clients qui veulent accepter cette volatilité et qui ne vont pas la regarder pour justement avoir ces dividendes. Une foncière cotée comme une SCPI connaît 95% de son résultat de fin d'année au 1er janvier. Donc, encore une fois, c'est le caractère immobilier. Il y a d'autres classes d'actifs pour ça. Nous, on diversifie pour aller chercher des compléments de revenus. Tu parlais d'obligataires. On peut aller chercher sur du non-coté, de la dette privée, sans rendement garanti bien entendu, où on va chercher des rendements de 8 à 10% aussi, qui sont payés mensuellement. Mais il y a une visibilité. Parce que c'est du crédit derrière, c'est des obligations. Voilà. Ok, dernière question de Léo. Des SCPI sans frais existent. N'est-ce pas un peu trop marketé ? Car au final, les frais sont déduits du rendement offert. Paul ? Là encore, en fait, pour reprendre et pour bien recontextualiser, le modèle dominant des SCPI, c'est des frais, ce qu'on appelle des frais de souscription, qui sont supportés par l'épargnant lorsqu'il revend ses parts. Donc j'achète ma part à 100, j'ai 10% de frais de souscription, eh bien je ressors avec 90. Mais si mon prix de souscription a baissé, s'il est passé à 95, je ressortirai avec 95 moins 10%. Donc ça, c'est le modèle dominant. Et à côté de ça, c'est le modèle qu'on retrouve le plus souvent. Et à côté de ça, eh bien, tu as des SCPI qui ont décidé de ne pas mettre de frais de souscription. C'est-à-dire que c'est zéro, j'achète ma part à 100, je la revends à 100. Et évidemment, personne ne travaille pour rien, personne n'est philanthrope dans ce métier, et donc tout le monde a besoin d'être rémunéré. Donc il y a ce qu'on appelle les frais de gestion, entre autres, mais c'est la majorité. Les frais de gestion, eux, sont là pour rémunérer la société de gestion pour ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion, les travaux, etc., le recouvrement par exemple si un locataire arrête de payer. Et donc ces frais de gestion qui, dans le modèle dominant, sont plutôt aux alentours de 10%, là, dans les SCPI sans frais, ils sont autour de 15, 16, parfois 18%. Donc, en fait, c'est pas un aspect marketing, c'est juste une réorganisation des frais qui est différente. Si on le sait pas, si on connaît pas ces frais de gestion, forcément, on se dit, c'est magique. Bien sûr que je vais aller sur une SCPI mais sans frais. C'est intéressant alors ou pas ? Quand on te dit oui, c'est sans frais.
Vaut mieux s'en méfier au contraire, ou on se dit bon, il peut y avoir un intérêt? Non, il y a un intérêt si, et ça c'est pas lié à la structure de frais, c'est un intérêt plutôt à la jeunesse de la SCPI. C'est qu'en général, ces SCPI elles se sont créées post-Covid, il y en a plusieurs, et ces SCPI, donc elles arrivent à un moment de marché opportun. Il se trouve que ce sont des SCPI sans frais de souscription, c'est intéressant, mais elles ont acheté surtout au bon moment, et c'est surtout pour ça que c'est intéressant. Ok, très clair. C'est mon avis. Hein. Non, mais ok. Et on peut assez facilement d'ailleurs taper sur les frais des SCPI, parce qu'il y a assez peu de produits où en fait il y a ces niveaux de droit d'entrée dans le monde, y compris en France. Pour autant, c'est vrai que quand on va lisser en fait les frais sur des périodes de détention de 8 à 10 ans, on regarde les comparables, que ce soit des fonds en foncière cotée, que ce soit des SCPI ou des fonds de value add, les prix en fait sont relativement dans la durée équivalent. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fonction du travail qui est fait, ça ne vaut pas le même prix. Par exemple, je vais citer un Canéos-Pierre, que je pense Paul connaissra très bien, qui a investi, une SCPI investie dans l'immobilier résidentiel, qui fait un travail remarquable avec des équipes importantes. Enfin, c'est des travaux, c'est des milliers de locataires. Enfin, c'est un travail très fastidieux. Honnêtement, il y en a très peu qui feraient ça. Ça demande plus de frais de gestion que d'acheter une tour de bureau à 50 millions ou 100 millions à la Défense. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut éventuellement critiquer les prêts sur l'ensemble des formats que l'inverse. De toute façon, sur pareil. Et après, ce qui compte, c'est les euros sonnants et trébuchants qu'on a dans la poche. C'est-à-dire que s'il y a des frais de gestion plus élevés, mais que derrière, tu bats le marché, que tu as des meilleures performances, voilà, il n'y a pas forcément de problème. Le problème, c'est que s'il y a des frais de gestion élevés, mais que derrière, il n'y a pas la performance, c'est là que c'est problématique. Tout est dans le « est-ce que ça bat le marché ?» Parce que autant en bourse, autant on a tout un tas d'indicateurs, autant sur les marchés immobiliers, on n'a pas d'ETF ou de MSCI. Enfin, si on regarde les brokers et autres, mais les particuliers, en dehors de quelques actions qui ont été faites comme les tiennes, de donner en fait une data assez large, et je trouve ça très bien, c'est assez difficile de savoir telle typologie d'immobilier sur tel marché, ça rapporte tant, ça a été acheté tant. C'est très difficile. Donc en fait, c'est difficile en relatif de savoir si le gérant a été très bon ou pas. Ouais, je suis d'accord avec Romain. Je rajouterais... c'est important de savoir si la SCPI bat le marché sur le long terme, parce que c'est le point aussi de voir ça sur le long terme. On va écouter la dernière question de Maud pour parler de fiscalité. Juste derrière, vous nous donnez un petit peu vos idées, petite pépite entre guillemets, mais c'est pas un conseil d'investissement, mais ça vous donne des idées si vous voulez regarder un petit peu tout ça chez vous, et ensuite les 2 questions cash. Et puis voilà, on aura fait un beau tour. On va écouter tout de suite la question de Maud. Bonjour les martingales, un petit message pour savoir s'il est intéressant de loger ses parts de SCPI dans une assurance vie. J'aurais aimé savoir ce qui se passe au moment de la revente également. Merci pour vos podcasts, je me régale. Bonne journée. Merci beaucoup Maud pour ton message et ta question. Alors, peut-être, c'est quoi la fiscalité des SCPI aujourd'hui ? Paul, je sais pas, comme vous. Ouais. On la connaît tous les deux. Allez-y. Traitement des revenus fonciers, donc la tranche marginale d'imposition, donc qui peut aller de 0 à 45%, plus les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, 17,2%. Donc c'est le point noir de la SCPI, c'est que les revenus sont fortement taxés comme un bien immobilier classique. Donc, mais ça dépend un peu de tes revenus aussi. On peut pas dire, c'est pas comme en bourse où il y a la flat tax, tu sais que tu payes 30% de tes plus-values. C'est le cas d'ailleurs des foncières, même si ça doit pas être le seul critère regardé, parce qu'il y a plein de manières d'optimiser cette fiscalité. Les foncières, alors justement, les foncières, c'est flat tax. Donc flat tax. Voilà. Et donc, pas d'IFI, à part si vous êtes extrêmement riche et que vous avez 5% d'une boîte qui vaut 1 milliard d'euros. Donc ça va changer ça. ça va changer. L'IFI va revenir sur les... Donc foncière cotée, vous êtes taxé à 30% des plus-values, pour faire simple. Ouais. Voilà. Et SCPI, tu dis, là c'est un peu plus... compliqué. En fait, le schéma classique, c'est ce que je viens de dire, donc tranche marginale d'imposition plus CSG CRDS. Mais il y a d'autres moyens d'investir. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais en effet, la nue propriété, le démembrement, l'emprunt permet d'optimiser aussi la fiscalité et l'assurance vie pour rejoindre ce que disait Léa, je crois. Alors c'est Maud, je crois. Pardon, Maud, excuse-moi. Oui, c'était Léo avant, pardon. Oui, Léo, voilà, Léo, c'est ça. Maud, voilà. Léo, voilà, il est devenu une femme. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc en gros, on va regarder ça. Et là, elle nous demande, Maud, du coup, si c'est intéressant de les mettre dans une assurance vie. Alors, les assurances vie, c'est un peu l'enveloppe préférée des Français, ça cartonne, etc. On va rappeler ce que c'est. C'est une enveloppe qui vous permet de mettre différents actifs
à l'intérieur. Et au bout de 8 ans, vous avez une réduction d'impôt si vous revendez ces actifs et ça vous permet d'optimiser la transmission. Est-ce que donc pour des parts de SCPI, sachant que les SCPI, il y a une fiscalité quand même qui peut être quand même un peu forte. Voilà. Je savais pas comment le tourner. Est-ce que c'est intéressant de les mettre dans une assurance vie? Ouais, le calcul, on peut le faire mathématiquement. En fait, si on prend quelqu'un, on va prendre un citoyen moyen, pas dans le sens positif du terme, et négatif au terme de fiscalité, à savoir qu'il a un taux marginal d'imposition à 30%. Donc ça veut dire que chaque euro supplémentaire qu'il va mettre sur sa fiche d'imposition va être imposé à 30%. Et si on rajoute la CSG-CRDS, donc 17,2%, en somme, il va laisser la moitié de ses loyers à l'État. C'est très important. La question, donc il y a d'autres moyens de l'optimiser, on y reviendra. Mais si on oppose ça à l'assurance vie, c'est finalement uniquement la flat tax si j'enlève les sujets d'abattement et les réductions. Mais en gros, c'est la flat tax, donc 30%. Et à ça, on va rajouter les frais de gestion de l'assureur qui vont être pris année après année. Alors, j'ai plus du tout les niveaux moyens, mais ça peut aller à 10 à 15%. Donc, in fine, en fait, c'est un match quasiment égal. Donc, je dirais l'assurance vie peut être intéressante si on est sur des très très grosses TMI, si éventuellement on a des abattements. Donc je rappelle, les abattements c'est après 8 ans. En fonction de si vous êtes un couple ou seul, vous pouvez faire des rachats qui seront nets d'impôt sur le revenu. Vous payerez juste les 17,2%. Bon, donc si je traduis un peu, l'assurance vie, soit vous payez déjà beaucoup d'impôts, vous avez un taux très élevé, donc ça peut être intéressant, soit suivant votre situation, si vous êtes en couple, etc., ça peut être intéressant au moment du rachat, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Quoi. Non, et c'est rarement le cas en réalité. Enfin, en tout cas, l'assurance vie, après on peut mettre en avant la liquidité, etc., mais en période de stress, un assureur qui gère la liquidité, c'est quand même compliqué aussi pour lui. Donc, toi, Paul, là-dessus Oui, je suis d'accord avec ça. Indéniablement, passer par un contrat d'assurance vie, une enveloppe assurance vie, c'est vraiment favorable à la fiscalité. Et le seul point, il se passe dans, le choix des SCPI. C'est-à-dire que le choix des SCPI que tu vas mettre dans ton enveloppe dépend des accords que l'assureur a passés avec les sociétés de gestion. Donc en général, tu n'as pas un choix aussi pléthorique qu'en passant en direct, qu'en les achetant au nominatif. Donc ce que tu dis, toutes ne sont pas forcément dispo en assurance vie, quoi. Non, en effet, et tu as ce fameux effet de levier que tu peux pas activer dans l'assurance vie. Alors attends, explique-nous, ça veut dire que tu peux pas emprunter à la banque pour mettre des SCPI dans l'assurance vie? Non, dans 99% des cas, non, tu peux pas. Ça c'est intéressant parce que surtout ce dont on parlait, typiquement, tu peux pas acheter une foncière cotée en empruntant avec l'argent de la banque. Mais par contre, tu peux le faire pour une SCPI. Tu peux le faire, mais c'est pas forcément conseillé, à part si vous êtes extrêmement riche et que vous c'est pouvez possible. prendre c'est possible si vous êtes extrêmement riche et que vous avez la possibilité de prendre des risques importants. On va au Luxembourg, on fait un crédit Lombard, ça existe. Ça existe. Ouais, ça peut, mais c'est possible. Okay, non, c'est possible. En fait, dès lors qu'en fait on a un patrimoine très très conséquent, en général, le banquier est capable de sortir des cases traditionnelles. Voilà, ce qu'il a fait pour la SCPI de manière démocratisée, mais pas sur les autres classes d'actifs. Du coup, Jayan, tu regarderas. Voilà. Mais peut-être un point important pour revenir sur ce sujet de fiscalité, parce que c'est effectivement très barbant, mais il y a quand même beaucoup de solutions très intéressantes. Je me mets dans le cas de figure de quelqu'un qui va arriver à la retraite, qui a besoin de complément de revenus, qui en plus a une famille et qui du coup veut protéger ses proches et finalement transmettre à ses enfants, en tout cas préparer la transmission pour éviter de passer un sale moment au moment de la succession. À ce moment-là, ce que vous pouvez tout à fait faire, alors si vous avez des patrimoines assez conséquents, c'est en fait investir au travers d'une holding, si vous en détenez une, ou d'une SCI qui sera détenue par la holding, donc vous aurez un taux d'IS à 15%, donc 50% en moyenne versus 15%, on a quand même un frottement fiscal qui est beaucoup moins important. Ne le faites pas si vous avez moins de 200 000 euros, parce qu'il y a quand même les coûts comptables, etc., ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas ça c'est intéressant. Et puis surtout, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des comptes courants d'associés, c'est-à-dire mettre de l'argent à titre personnel dans la société, acheter de l'immobilier avec, pour générer une dette dans la société. Et là, bingo. Alors attention, ça doit être encadré juridiquement, c'est pas si simple que ce que je suis en train de dire, mais néanmoins, vous pouvez investir, donc la société, vous mettez 100 euros au capital, vous mettez 100 000 euros dans cette société investit dans les SCPI, et en fait, vous serez imposé qu'à 15%, puisque vous récupérez les revenus
en remboursant votre compte courant d'associé pendant à peu près une vingtaine d'années en fonction du rendement de la SCPI, sans fiscalité. Ça vous permet d'avoir de la dette, d'avoir une société du coup qui a 100 d'actifs, 100 de dettes, et du coup vous pouvez transmettre la nue propriété à vos enfants. Ça existe. C'est pas si simple, faut pas le faire exactement comme je viens de le dire, faut étudier chaque situation, ça doit pas être qu'à but fiscal, mais si je dois schématiser, c'est à peu près ça l'idée. Ok, moi vous ferez un call avec Romain, voilà, si vous avez ces Pas obligé de besoins-là. payer 50% d'impôts. Voilà, non, mais intéressant. Et Paul, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié pour finir. Non, c'était... Le démembrement, peut-être. Ouais, non, mais c'était juste pour savoir. Oui, voilà, sur la fiscalité, est-ce qu'il y a, à part mettre en assurance vie sur les CPI, est-ce qu'il y a une autre manière d'optimiser un peu ça ou pas? C'est très compliqué. À part la solution qu'évoque Romain, en effet, qu'on met en place, mais pas si régulièrement que ça, c'est pour des gros patrimoines, c'est très compliqué d'échapper à la fiscalité. Alors tu peux toujours optimiser effectivement en empruntant, parce que comme pour de l'immobilier classique que tu mets en location, tu peux déduire les intérêts d'emprunt des revenus, donc tu peux un tout petit peu lisser ta fiscalité. Et il y a quand même quelque chose qui apparaît depuis maintenant 2-3 ans qui est extrêmement intéressant, ce sont les SCPI qui investissent 100% en Europe. Je m'explique. Donc, plutôt que de constituer leur patrimoine en France, elles constituent un patrimoine selon leurs affinités dans d'autres pays d'Europe, donc en Europe du Sud ou en Allemagne, etc. Et du fait d'avoir un portefeuille qui est à 100% à l'étranger, eh bien, la fiscalité du fait de jeu de conventions fiscales entre la France et ces pays, tu as une fiscalité qui est un peu adoucie. Donc tu n'as pas la CSG-CRDS, tu n'as pas les prélèvements sociaux, et en plus de ça, tu peux appliquer un taux qui est à peu près de 20%. Donc plutôt que d'avoir 50% de revenus dans le cas du citoyen qu'on évoquait, donc 50%, eh bien tu passes à 20%. Donc c'est extrêmement intéressant. Ok, intéressant. Et dernière chose, les foncières, ça peut aller dans un PEA? Les foncières cotées, etc. Oui, d'une manière un peu détournée, et je vous le conseille pas, parce que surtout si vous le faites sur des montants importants, parce qu'à mon avis ça peut être requalifié, mais effectivement via des ETF, il y a des ETF PEA en foncière cotée. Mais ça devrait pas. Vous pouvez pas acheter une foncière cotée en direct sur un PEA, parce que c'est des sociétés qui payent pas d'impôts. Elles ont un statut SIC qui leur permet de ne pas payer d'impôts, ce qui fait qu'elles reversent l'intégralité, donc 90% de leur cash flow minimum, aux investisseurs, et c'est eux qui payent l'impôt. Donc du coup, ne payant pas d'impôts, vous ne pouvez pas en plus les mettre dans le PEA et échapper à l'impôt. C'est à peu près ça le chemin. Bon, donc là on a fait le tour là, sur la fiscalité. Voilà. En gros, voilà, à part des cas très complexes, là on a fait... Je pense qu'on pourrait encore y passer oui, non, heures, c'est clair. Voilà, mais en tout cas, ça ne doit pas être au centre de la décision d'investissement, parce qu'on peut toujours trouver des solutions effectivement pour l'optimiser. Mais acheter, c'est pour ça qu'on ne parlait pas des CPI fiscales tout à l'heure, c'est que acheter uniquement pour but fiscal, ça se finira rarement bien. Bon alors, justement, juste avant les questions cash, après vous pourrez refaire la même réponse si vous voulez. J'aimerais, Romain, c'est pas un conseiller en investissement, mais que tu nous donnes un petit peu 2-3 idées. Tu parlais des foncières cotées, 2-3 idées de sociétés qui, selon toi, peuvent avoir un potentiel intéressant pour la suite. Mais encore une fois, personne boule de cristal. D'une manière générale, nous on est très très sous-pondéré en fait sur l'immobilier au sens large ces dernières années. Là on commence à y retourner depuis 1 an avec les foncières cotées, et depuis un peu moins d'1 an sur certaines SCPI très spécifiques où justement on identifie que le patrimoine est qualitatif et on a des décotes. Ça c'est le cas global. Ensuite, si effectivement je dois donner des noms, je mettrai un disclaimer au-delà du conseil en investissement qui n'en est pas un. C'est surtout l'effet portefeuille. N'achetez surtout pas une foncière en direct, et même aujourd'hui une SCPI toute seule a peut-être même pas de sens. Enfin, je te laisserai en parler, Paul. Quoi qu'il en soit, l'effet diversification est très important. Aujourd'hui, si je considère que je veux acheter du bureau qualitatif avec très peu de risques d'exécution, très peu de risques sur les niveaux de loyer, sur le patrimoine, je veux plutôt aller regarder du côté de Gecina, où là j'ai un rendement qui est complètement historiquement démesuré par rapport à la qualité de ce patrimoine-là, et une décote qui peut-être peut me permettre aussi d'avoir un effet plus-value à terme, même si encore une fois c'est qu'une option. Ça c'est sur le volet foncière cotée. Les centres commerciaux via les foncières cotées, je pense à Unibail, Clépierre, amènent des très gros rendements encore. Mercialis par exemple a 8% de rendement en termes de dividendes, avec honnêtement un patrimoine derrière qui se défend bien par rapport au e-commerce.
Et sur le volet SCPI, nous on regarde, alors ça on le fait soit par l'intermédiaire de fonds, soit parfois sur un portefeuille avec des lignes en direct, mais c'est plus rarement, pour maximiser l'effet dividende. Et sur le volet SCPI, nous on regarde dans un premier temps les véhicules qui offrent des décotes. Donc là, globalement, on est plutôt sur des SCPI à capital fixe, qui seront peut-être de plus en plus importants, parce que je suis persuadé, en tout cas c'est les échos qu'on a un peu sur le marché, que certaines SCPI à capital variable qui ont du mal aujourd'hui à assurer une liquidité ont 2 solutions, dont une, plutôt que de vendre des actifs à la casse, c'est de passer en capital fixe. Et donc là, on devrait avoir des décotes honnêtement assez significatives sur des catégories d'actifs un peu plus périphériques. Et là, il y aura peut-être des choses qui se regarderont si les rendements sont aux alentours de 8-9%. Donc peut-être qu'on y reviendra à ce moment-là. Et pour finir, si on cherche la plus-value, là, il y a des stratégies de value-add où on s'adosse à des grands acteurs du marché, comme plutôt des Blackstone, comme plutôt des EQT, qui sont des gros acteurs de l'immobilier, qui sont capables d'acheter des portefeuilles avec des niveaux de décote importants, d'aller vite, qui sont connus du marché. Et là, on peut aller chercher des TRI beaucoup plus importants. Attention, pour des très gros patrimoines, attention, c'est pas pour tout le monde. Et il y a des performances visées à 2 chiffres qui ne sont pas garanties. Et surtout, pour finir sur ce point-là, c'est plutôt des tickets minimum 100 000 euros. Donc dans un effet de diversification, ça veut dire qu'il faut au moins avoir 2 millions ou 1 million à investir minimum, quoi. Ouais, okay. Minimum. Ok. Paul, du coup, même question. Toi, là, si tu devais te faire un peu un panier de SCPI aujourd'hui, ce serait quoi un peu tes idées, les endroits où tu regarderais un petit peu, te dire là, il y a peut-être un potentiel intéressant? Alors déjà, en effet, je ne parlerai pas de foncière cotée parce que je ne connais pas assez le sujet pour donner des conseils. Nous, on regarde aussi les SCPI qui sont décotés dans leurs indicateurs. Il y a une notion extrêmement importante, un tout petit peu technique, qui s'appelle la valeur de reconstitution dans les SCPI. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est une valeur qui permet de savoir si on achète moins cher que ce que ça vaut réellement, au dire d'experts, ou plus cher. Voilà. Donc déjà, on regarde un peu cet indicateur pour savoir dans quel schéma on se trouve. Ensuite, je pense qu'il y a plus que des classes d'actifs, il y a des zones géographiques à investir, à questionner. Je pense aux États-Unis, par exemple, qui peuvent être un terrain de jeu intéressant. Il y a plusieurs SCPI qui commencent à investir l'Amérique du Nord. Il y a un gros gérant de portefeuille, un des plus importants au monde, qui s'appelle Principal, je le cite, qui vient de lancer une SCPI. Ils ont le savoir-faire sur le territoire US, et donc ça, c'est intéressant, au-delà de la fiscalité. Tu as d'autres SCPI qui se mettent à investir en fonds fermés, c'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe précise et ils débouclent dans 8 ans. C'est une société de gestion qui s'appelle Remake, qui vient de lancer sa SCPI qui s'appelle Remake UK 2025. Donc on y est encore. Et je pense que cette SCPI, elle a effectivement des points intéressants au-delà de la fiscalité. Moi, c'est ce que je regarderais. Il y a d'autres SCPI, je peux en parler pendant des heures, hein, je peux en citer plein. Oui, mais quelques exemples, quoi, voilà. Il y a une autre SCPI, alors comme ça on en a 3, une autre SCPI qui s'appelle Wemo One, par exemple, qui est une toute jeune société de gestion, qui vient de lancer une toute jeune SCPI, qui a un rendement, c'est extrêmement important, et ça ne va pas durer, je le précise, et ils le savent, qui ont des rendements qui dépassent les 10%. Et donc c'est monstrueux, hein. Et il ne faut pas que les épargnants investissent dessus en se disant que ça va durer dans le temps. Évidemment, ça va finir par s'éroder tranquillement, et ils sont à l'aise avec ça, ils l'affichent clairement. Et cette SCPI, elle est clairement décotée. Une dernière, Login, qui est une SCPI qui a pour ambition de réindustrialiser, c'est pas facile à dire, l'Europe. Donc quand on parle d'industrie, c'est pas de l'industrie lourde, hein, c'est plus l'industrie notamment dans les data centers, dans les locaux logistiques. Et pareil, cette SCPI, je vais pas faire 10 minutes dessus, mais elle a un point d'investissement, un moment d'investissement qui est extrêmement intéressant. Elle est décotée. Peut-être qu'elle va revaloriser son prix de part dans les mois, dans les semaines à venir. J'en sais rien, mais en tout cas, selon nos analyses, il y a quelque chose qui peut se passer dans ce sens. Et puis, elle a des rendements qui sont extrêmement intéressants. 6%, plus de 6%, un objectif d'investissement de rendement de plus de 6% pour 2025. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme elle investit à 100% en Europe, hors France, elle a un rendement net pour l'épargnant qui est supérieur à une SCPI qui pourrait afficher 7-8%.
Bon, merci à tous les deux, ça nous fait plein d'idées et voilà, allez regarder ça, faites vos propres recherches évidemment, regardez tout ça et faites-vous votre propre avis. On arrive à la fin de cette émission, on va passer tout de suite aux questions cash. La première question cash, c'est l'investissement casino. L'investissement casino, c'est vous avez une somme d'argent qui est à vous, dont vous n'avez pas besoin, qui n'est pas celle de vos clients, c'est pas un conseil d'investissement, mais si vous aviez un petit peu un coup un petit peu spéculatif à faire, c'est-à-dire que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi en perdre beaucoup, c'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a des beaux potentiels de gains, c'est toujours qu'il y a du risque. Vous iriez dans quoi vous poseriez votre billet, Romain, pour commencer? Vas-y, tirez dans quoi là? Oui, c'est pas un exercice que je fais traditionnellement, mais si je devais effectivement prendre ce type de risque, c'est-à-dire illimité, forcément, j'irais chercher en fait une révolution significative qui change les usages, qui change notre manière de travailler, de vivre, etc. Et la grande révolution, je pense que je l'apprends à personne actuellement, c'est l'intelligence artificielle. Donc je mettrais peut-être des parts d'OpenAI et potentiellement 2-3 autres acteurs plus petits, moins valorisés, et on verra bien, quoi. Il y en aura bien un qui sera gagnant dans l'histoire. Tu irais faire un peu de private equity dans l'IA, quoi. J'irais faire alors, du private equity. Ah oui, si vraiment on doit trouver quelque chose d'accessible à tous. Si tu as un exemple. J'ai pas d'exemple. Du private equity dans l'IA, effectivement, il y a des fonds qui le proposent. Maintenant, je pense qu'il faut être très sélectif et en bourse, c'est encore tout petit. Pour vivre de l'IA, en gros, quoi. Ouais, plutôt sur du non-coté, parce qu'en fait, il y a très peu d'acteurs encore cotés et sur des acteurs, du coup, très, très naissants avec des valorisations assez faibles et une distribution potentiellement forte. Je regarderai du côté de la Chine aussi, d'ailleurs, du coup. Ok, d'accord. IA chinois. Okay. IA chinois. Ouais, ok. Paul, toi, tu ferais quoi? Moi, j'avais envie de te répondre des fonds qui s'occupent de la santé animale. Je pense que santé animale. Mais je vais pas te répondre ça, du coup. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu vas voir, vous allez me prendre pour un cinglé. Si je dois faire un investissement casino, un investissement où il y a pas de considération de rendement, ou en tout cas tu paries un peu. Est-ce que je le dis ou pas? J'investis dans une flotte de Twingo phase 1. Je sais, je suis dingue. Ah ouais? Pourquoi je fais ça? Parce que je pense que la Twingo, qui est une voiture accessible à tous, elle est à 1500, 2000, 3000 euros, c'est la future Fiat 500, c'est la future voiture de collection que tout le monde va s'arracher dans les prochaines années, dans les 20 prochaines années. Au même titre que la Méhari, au même titre que la Fiat 500, on vient de le dire, et je suis persuadé, mais vraiment persuadé, qu'il y aura une envolée sur une demande folle sur cette voiture. Elle est tellement iconique, elle est tellement représentative d'une décennie, des années 90. Je suis sûr qu'en l'achetant aujourd'hui 1500 euros, mais elle peut pas valoir moins dans 20 ans. Donc j'achète une flotte de Twingo, voilà. C'est magnifique, moi je vais acheter des multiplats Fiat. C'est très moche. Ouais. C'est très moche. Ouais, mais peut-être bon courage pour les stocker. C'est au-delà de toute considération de stockage. Mais j'adore. Tu prends les couleurs primaires, quoi. La bleue, la verte, la rouge et la jaune, voilà. Bon, voilà, vous avez entendu. C'est noté. Acheter des Twingo. C'est la première fois qu'on te répond ça, non? Ouais. Non, mais ok, très bien. On est là pour avoir des choses originales, donc trop cool. Deuxième question cash. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable, vous le déterrez dans 10 ans, vous n'y avez pas accès entre-temps, quels actifs vous mettez à l'intérieur? Romain? Alors là, du coup, on est clairement dans l'essence de ce que je fais au jour le jour, donc on serait sur un portefeuille multi-actif. Déjà, je le ferais dans une assurance vie luxembourgeoise pour pas avoir de problématique de référencement. Et mettre tout ce que je veux à l'intérieur. J'irai principalement sur des actions, j'irai aussi sur des petites et moyennes entreprises notamment, du private equity, évidemment. J'irai également sur des stratégies de dette privée, mais un peu plus agressives, de mezzanine, et aussi un peu de dette senior. Et pour limiter un petit peu le risque de tout ça, j'irai également mettre un petit peu d'obligations dans le portefeuille et d'immobilier. Mais comme vous l'avez compris aujourd'hui, certains actifs immobiliers, certains véhicules immobiliers, mais pas tous. Ok. Bon, beaucoup de choses. Gros coffre. Très diversifié. Non, mais très bien. Avec des potentiels de performance là qui, pour le coup, peuvent être importantes. Ok. Paul.
Qu'est-ce que tu mets dans ton coffre? On n'est pas obligé de faire en sorte que ça rentre dans le coffre, on est d'accord? Non, t'inquiète, tu peux mettre plein de Twingos si tu veux. Alors non, j'ai pas. me chauffe pas. Les phases 2, donc. Je crois que. C'est pas facile. En bon breton, je trouve que la région Bretagne est en train d'exploser pour plein de. Exploser dans le sens positif du terme, pour plein de raisons, notamment climatiques. Parce que les gens recherchent plus de fraîcheur l'été, etc. Et c'est une région qui est en train d'avoir le vent en poupe. Bon. Et moi, je viens d'une région particulière qui est le centre-Bretagne, donc vraiment la campagne profonde. Et dans cette région, encore plus niche, il y a des hôtels sympas, mais je trouve que l'offre d'hôtels est vraiment sous-dimensionnée par rapport à la demande. Si tu veux avoir un hôtel en centre-Bretagne, c'est compliqué. Et je suis sûr qu'il y a une clientèle, je dis pas qu'elle n'est pas aisée, mais de plus en plus aisée qui va venir en Bretagne. Clientèle parisienne, pourquoi pas. Et je pense qu'un hôtel, une hôtellerie, une proposition d'hôtel un peu boutique hôtel ou hôtel de charme avec des prestations assez luxueuses en centre-Bretagne, il n'y en a pas. Et moi, c'est ce que je ferais. Ok, mais hyper original. Ok. Non, mais trop bien. Non, mais c'est vrai que ça peut être un bon pari. Ok, à 10 ans, c'est vrai que ça peut pas mal bouger, quoi. Je vais les citer, mais je crois que tu as Expérience Capital qui est en train de se lancer en Bretagne, qui vient d'ouvrir un hôtel sur la côte nord. Et donc, c'est un signal qui, je pense, est assez fort, hyper intéressant. Et quand tu recherches un hôtel un peu sympa de luxe, t'en as sur la côte, pas beaucoup. Et dans le centre, je t'explique même pas, alors que c'est une très très belle région. Ok, très clair. Bah écoutez, voilà. Plus on finit sur la Bretagne, on croit en la Bretagne, donc trop bien. Bon, merci à tous les deux d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les SCPI, allez voir Paul. Romain Joudela, fondateur de Rochevel Gestion Privée, voilà, qui parle de SCPI aussi, mais plus largement de pas mal de classes d'actifs. Donc n'hésitez pas à aller les voir tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, même si vous nous avez déjà envoyé des questions, renvoyez-les nous. Si vous avez des questions sur des émissions, envoyez-les également. Notre hotline WhatsApp est ouverte, mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.